Alors, je vais peut-être quand même commencer par me présenter. Donc, je suis Jean-Luc Plavis. À la base, je suis malade de Crohn depuis 27 ans. Et puis, je me suis engagé un peu sur le tard dans le milieu associatif au sein de l'association François Aupetit, qui lutte contre les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques. Je me suis intéressé aussi un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire, qui date de la loi Kouchner de 2002 et qui permet en fait aux usagers, en tout cas aux malades, de pouvoir intégrer un petit peu le système de santé et apporter la vision de l'usager, la vision du malade dans les instances de santé. Donc c'est travailler avec les professionnels de santé, c'est travailler avec les institutions pour porter la voix des malades, c'est pour veiller aussi au respect des droits des malades. Donc vous avez aujourd'hui un certain nombre d'instances dans lesquelles sont intégrés ce qu'on appelle ces représentants des usagers, qui sont des bénévoles associatifs, qui viennent d'associations agréées et qui participent donc à cette démocratie sanitaire. Voilà. Et à partir de là, donc, j'ai pu avoir une certaine, des formations déjà, parce qu'on ne devient pas représentant des usagers sans formation. Et je me suis intéressé aussi un petit peu à tout ce qui touche un peu la vie des usagers, la vie des malades dans le système de santé. Donc, je me suis intéressé par exemple à la médiation qui existe en fait dans les hôpitaux, dans les cliniques, et je suis devenu donc le référent du conseiller santé, du défenseur des droits. J'ai été un petit peu plus loin puisque je suis aussi patient expert et donc j'accompagne aussi des étudiants en médecine sur la prise en compte des contextes des malades, ce que peuvent rencontrer les difficultés que peuvent rencontrer les malades. Voilà. Et puis je suis aussi donc le président d'un club qui s'appelle Acteurs de la Prévention, qui regroupe une douzaine de députés, de sénateurs, de droite, de gauche, du centre, qui essaie aussi de promouvoir justement la prévention avec l'ensemble des acteurs du système de santé. Voilà. Donc là, par contre, on va parler avec le regard des utilisateurs, donc ce regard un petit peu profane sur ces interventions non médicamenteuses. Alors, voilà. On va vous passer un petit film, c'est une petite vidéo avec 2 témoignages de malades qui utilisent ces interventions non médicamenteuses, et vous allez comprendre justement tout l'intérêt pour les malades d'utiliser ces pratiques. Si ça marche. Non. Alors, normalement, quand on appuie, ça doit partir. Non. Je ne sais pas si la régie arrive. Ah, ça y est. Peut-être. C'est le problème de la technique. Ça fonctionnait tout à l'heure, hein, donc on va garder espoir. Je ne sais pas s'il a réussi. Qui nous fasse signe si ça fonctionne ou pas. D'accord. On va continuer peut-être. Ouais. Ouais. Vous avez un retour. Vous laissez témoigner.
il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. On va enchaîner sinon. Oui, oui. Bon, on va enchaîner parce que là, comme vous pouvez le constater, on n'a pas le son. Donc, de belles images, mais enfin, sur le son, c'est pas forcément évident. Alors, voilà. Bon, là, je vous ai repris un petit peu tous mes titres, hein, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas du travail à temps complet, hein, donc j'arrive à dormir quelques heures quand même la nuit. Voilà. Voilà. Hop, je continue. Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu l'Organisation mondiale de la santé, on s'aperçoit qu'elle recense 400 pratiques non conventionnelles, donc les médecines complémentaires, alternatives, etc. Tout dépend le nom qu'on lui donne. Donc je vous en ai mis simplement quelques-unes, hein, je n'allais pas vous passer les 400, mais voyons, on voit l'acupuncture, l'aromathérapie, l'art-thérapie, l'hypnose. Alors il y a l'hypnose et puis après il y a un peu les déclinaisons avec l'hypnose ericksonienne, dont on entend beaucoup parler actuellement. Vous avez la PNL, la programmation neurolinguistique, vous avez l'hydrothérapie, voilà, la méditation, la naturopathie et la sophrologie. Voilà, donc là je vous en ai cité juste quelques-unes. Alors, peut-être expliquer pourquoi les malades chroniques utilisent, en fait, et font appel un peu à ces types de pratiques, tout simplement, dans un premier temps, parce que ça permet pour certains d'éviter la toxicité d'un traitement. Lorsque vous avez des effets secondaires liés à la prise d'un médicament, de temps en temps, les patients essaient d'utiliser des approches un petit peu plus naturelles, soit pour mieux supporter ces effets secondaires lorsqu'ils ne sont pas très importants, soit carrément pour essayer de les éviter. Voilà. Il y a aussi une volonté, c'est de faire une pause de confort, comme je dis toujours, dans la prise d'un traitement. Vous avez des traitements qui sont particulièrement lourds, qui sont parfois difficiles à prendre, qui peuvent poser problème aussi lorsque vous voyagez. Donc c'est vrai que de temps en temps, vous avez des malades qui pensent que éventuellement arrêter le traitement et passer par ces pratiques, ces interventions non médicamenteuses, on peut éventuellement stopper, on va dire, son traitement pendant quelques temps et puis essayer d'oublier, on va dire, en quelque sorte le traitement et puis le reprendre quelques temps après. Alors c'est tout à fait possible sur certaines pathologies. Pour autant, il faut bien quand même arriver à mesurer ce bénéfice-risque, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, quand on prend aussi des plantes, les plantes, c'est pas non plus sans effet secondaire, c'est pas forcément compatible non plus avec la pathologie que vous avez. Donc, il faut vraiment mesurer un petit peu ces bénéfices-risques, en parler avec son médecin. Qui sont quand même de plus ouverts là-dessus. Voilà. Mais c'est une des raisons, en tout cas, qui amène aussi les malades à passer sur ces pratiques. Il y a aussi un besoin, ça c'est quand même important, c'est de devenir acteur de sa propre santé. Alors on en entend beaucoup parler dans le monde de la santé, le patient acteur. Oui, et là, c'est vraiment une de ces possibilités-là. C'est par ces pratiques, essayer de retrouver un peu la maîtrise de son corps. C'est mieux gérer la douleur. Alors ça, c'était l'exemple qu'on avait un petit peu dans la vidéo que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Dans la maladie de Crohn, dans les rectocolites hémorragiques, lorsque vous êtes en poussée, vous avez de fortes douleurs, donc digestives, qui se produisent. Vous avez des douleurs musculaires, articulaires. Et c'est vrai que la sophrologie, la méditation, ça permet d'atténuer ou des fois de mieux prendre en charge un petit peu ces effets secondaires, en tout cas. Voilà. Et c'est un moyen aussi justement de redécouvrir un petit peu son corps et de ne pas être centré que sur la maladie en elle-même.
Vous avez aussi une réponse face à la défiance des traitements qui sont proposés. Bon, vous avez entendu parler de toutes ces affaires, le Mediator, etc. Ça a créé quand même une véritable défiance vis-à-vis du médicament et vis-à-vis même de l'industrie pharmaceutique. Et c'est vrai que certains patients se disent, eh ben, finalement, peut-être qu'on pourrait se tourner vers cette intervention non médicamenteuse et limiter les traitements que l'on prend. Et puis il y a aussi une croyance, c'est face à la communication via les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que l'Internet c'est quelque chose d'extraordinaire, on trouve de tout dessus, alors on trouve de bonnes choses, mais on trouve aussi de très mauvaises choses, et il y a une croyance qui s'installe, on le voit bien avec la vaccination, sur les forums de malades ou sur les forums en général. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, on voit que finalement le message qui est transmis par les internautes devient un petit peu une croyance pour les autres, et on voit des gens qui ne se font plus vacciner, ce qui peut bien sûr poser un vrai problème dans le cadre d'un problème de santé publique assez important, et donc il faut quand même rester méfiant. L'Internet, je pense que c'est bien, ça peut aussi aider à découvrir un certain nombre d'interventions non médicamenteuses, d'avoir beaucoup d'informations dessus, mais il faut quand même rester prudent par rapport à ça. Voilà, il y a d'autres moyens en tout cas de connaître un petit peu ces interventions non médicamenteuses et savoir si elles sont sérieuses et comment est-ce qu'elles sont pratiquées. Et puis il y a aussi, donc ça c'est la remise en question de la spécialisation du monde médical. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un monde médical qui est très technique, au niveau hospitalier par exemple. On est sur une médecine d'organes, donc on va traiter l'organe, et on oublie tout ce qu'il y a autour. Voilà, on oublie parfois aussi l'aspect culturel, l'esprit, et pourtant on entend beaucoup, comme dans les maladies de Crohn et rectocolite hémorragique aujourd'hui, que le ventre en fait c'est le deuxième cerveau. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le cerveau et le ventre, le digestif, et pourtant, lorsque vous êtes à l'hôpital, eh ben, on vous traite en fait pour votre pathologie et pas forcément en lien avec l'aspect spirituel et autres qu'il peut y avoir derrière. Alors, les questions qui se posent, c'est vrai que le marché des malades chroniques est quand même quelque chose d'important quand on parle d'intervention non médicamenteuse. Parce que qui dit malade chronique, il faut savoir quand même que ce sont des personnes qui sont fragilisées, qui sont vulnérables et qui peuvent être soumises à une certaine manipulation. Voilà. Donc, comme le disait tout à l'heure le professeur Nino, si vous allez sur Internet, vous faites un peu quelques recherches, on découvre quand même énormément aujourd'hui de psychothérapeutes, bien que là ce soit quand même encadré par la loi maintenant, mais on a des psychopraticiens, donc on retrouve avec un certain nombre de personnes qui se disent naturopathes, sophrologues, qui font de l'hypnose ericksonienne, qui font de la PNL, et qui se considèrent même, qui précisent même qu'ils sont certifiés pour cela, mais certifiés par des organismes internationaux que personne ne connaît, ou alors que, en tout cas, personne ne peut vraiment valider. Et c'est une vraie problématique, parce que quand vous êtes malade, c'est ce que je dis, vous êtes vraiment fragilisé, vous êtes vulnérable, et vous pouvez être tenté d'aller vers ces personnes, et comme il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de mode d'emploi, l'État est un petit peu démuni parce qu'il ne peut pas faire face à toutes ces personnes, et l'Internet est un vrai vecteur de communication pour ces gens-là. Donc voilà, c'est en tout cas une question qui se pose. Lorsque vous allez voir un psychopraticien, la consultation c'est 80 €. Bien souvent derrière, sur certaines personnes, on vous propose des stages à 150, 200 € sur 2 jours. Voilà, donc ça a un coût et il faut rester très vigilant par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ne sont pas compétentes, mais c'est très compliqué parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'État pour l'instant n'a pas encore réussi à réguler un petit peu tout ça. Je ne sais pas d'ailleurs s'il le pourra. Mais c'est quand même à nous, usagers, si on veut être acteurs aussi de notre propre santé, de se méfier un petit peu de ça et de prendre des précautions. Voilà. Je disais, voilà, donc c'est, oui, tout à fait. Donc c'est conseiller, comment est-ce qu'on peut à ce moment-là prendre certaines précautions? C'est d'abord interdire, je ne pense pas qu'en interdisant les choses, ça va forcément aider les personnes, parce qu'à partir du moment où vous l'interdisez, on sait très bien que les gens aiment bien aussi aller contre l'interdit, et ce n'est pas forcément la solution. Le mieux, pour moi, c'est de conseiller au mieux. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter d'en parler avec son médecin.
de se faire accompagner éventuellement par une association agréée de malades, tout simplement parce que ces associations sont de plus en plus intéressées par ces pratiques et elles connaissent aussi les dangers de ces pratiques lorsqu'elles sont mal adaptées. Donc ça peut être une source aussi d'information, voilà. Mais après vous avez aussi éventuellement l'État qui peut vous renseigner sur les risques de manipulation, c'est les risques de dérives sectaires, avec ce qu'on appelle la Mivilude, hein, qui est un site interministériel que vous trouvez sur Internet et qui peut vous donner certaines informations. Ce que je voulais dire aussi, c'est de rester prudent donc, sur ce que l'on trouve sur le net, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. C'est rester prudent aussi sur le coût de ces prestations proposées. Alors on sait que toutes ces personnes qui veulent parfois bien faire, hein, mais qui vous proposent ces prestations, se font payer, elles sont dans un système libéral, et vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale. Éventuellement, il y a quelques mutuelles qui prennent certains remboursements, mais c'est très aléatoire, ça dépend des mutuelles. Toutes ne le font pas. Donc renseignez-vous aussi auprès de vos mutuelles sur ce qu'elles prennent en charge ou non, et si éventuellement elles ont des personnes référentes dans ce domaine-là qui peuvent vous renseigner ou vers qui vous pouvez aller éventuellement. Et le paradoxe finalement qu'on retrouve, et c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est que le malade, le citoyen, se plaint quand même aujourd'hui du coût des traitements médicaux, mais il accepte quand même beaucoup de payer des pratiques non conventionnelles. Voilà, c'est quand même un sujet qui nous inquiète un petit peu au niveau des associations, c'est que ces personnes-là sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent, donc on retrouve le côté vulnérabilité, fragilité, et se retrouvent parfois en surendettement du fait de manipulations dont elles peuvent être victimes éventuellement. Alors, efficacité, évaluation. Alors, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que les pratiques étaient quand même très hétérogènes, ce qui rend l'évaluation difficile. Après, si on parle d'évaluation scientifique, on sait que ça reste compliqué, et que ce qui serait éventuellement nécessaire de faire, c'est de se mettre d'accord, en tout cas, sur un cahier des charges. Alors là, je parle des malades, hein, par pathologie, comprenant les pratiques qui sont utilisables ou non. Voilà, avec un certain nombre de critères que l'on pourrait définir. Donc là, il y a tout un travail à faire. C'est éventuellement de constituer un référentiel aussi de bonnes pratiques. La question qui se pose, c'est au niveau de ce référentiel, c'est réalisé par qui ? Est-ce que ça pourrait pas être peut-être au niveau de la Haute Autorité de Santé ou avec l'appui de l'ICEPS aussi sur l'évaluation, et après c'est de savoir aussi derrière qui pratique, parce que comme je vous dis, on a un grand nombre de centres de formation en France qui forment ces psychothérapeutes, sauf que les formations, voilà, on ne sait pas quelle est la qualité des formations, on ne sait pas très bien quels sont les intervenants, voilà, c'est très très hétérogène, c'est très flou encore aujourd'hui, et ça peut poser une vraie problématique. Voilà. Après, donc, j'en reviens à quelle pratique, qui pratique, quelle formation, est-ce qu'il faudrait peut-être un agrément ou pas, je ne sais pas, un label qu'on pourrait déceler, qu'on pourrait décerner éventuellement. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de questions qui se posent. Je sais quand même que l'État, en tout cas, porte une réflexion là-dessus aujourd'hui, parce que ce sont des phénomènes qui prennent de plus en plus d'ampleur, mais comme je dis, ça va être extrêmement compliqué de toute façon à gérer. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous parler un petit peu aussi alors comment essayer d'évaluer, on va dire, si on peut parler d'évaluation entre guillemets, mais c'est peut-être, comme je vous disais, de s'appuyer sur des associations de malades qui ont quand même des adhérents, des membres qui les suivent, et on pourrait s'appuyer sur des questionnaires qui sont réalisés par ces associations de malades. Donc constitution de questionnaires patients, hein, adhérents, avec des témoignages sur les pratiques utilisées, avec le ressenti sur l'état de la personne, un retour éventuellement sur les effets indésirables, la toxicité donc des pratiques, hein, ou autres, et puis aussi peut-être faire un petit peu de pédagogie par cet intermédiaire-là auprès des malades, auprès des aidants et auprès des familles. Voilà. Mais ce qui est sûr de toute façon, c'est ne pas interdire, mais guider. Voilà. Là, je vais vous montrer donc une enquête qui a été réalisée en fait par l'association François Aupetit de décembre 2011 à mars 2012. C'est l'enquête SUMAC, donc qui a posé des questions en fait à ses adhérents pour savoir s'ils utilisaient ces médecines dites associées aux soins dans les MICI. Donc, ils ont interrogé 767 participants. On voit qu'il y a 76% de femmes et 24% d'hommes qui ont répondu.
70% avaient un état de santé plutôt satisfaisant, malgré la maladie. 65% de ces malades ont utilisé ou utilisent les médecines non conventionnelles. 45% évoquent une amélioration des symptômes et 52% évoquent un effet modéré sur leur qualité de vie. Alors, parmi ces différentes pratiques, on voit que l'homéopathie, finalement, est en tête à 44%, l'ostéopathie, 31%, la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, c'est donc 29%, les massages, à 24%, la relaxation, 22%, la sophrologie n'arrive que, voilà, on a 19%, la méditation, 12%, et la réflexologie à 9%. Et l'efficacité, en fait, sur la maladie, hein, le ressenti, finalement, on est à 49% un petit peu d'efficacité de ces pratiques sur la maladie. Voilà. Alors, on a aussi posé la question, donc aujourd'hui, 52% des personnes, enfin, pas aujourd'hui, dans l'enquête, 52% des personnes continuaient à prendre leur traitement. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est pas parce on va vers ces pratiques-là qu'il faut forcément suspendre son traitement. C'est ce que je vous dis, il y a une discussion à avoir avec son médecin pour si on peut l'arrêter provisoirement ou définitivement. Des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Il y a 6% des personnes qui continuent leur traitement, mais moins bien qu'avant, et 14% qui l'ont arrêté. Voilà, donc ce qui est quand même, qui est quand même un chiffre significatif et qui peut aussi nous interroger par rapport justement à l'information qui peut être donnée sur les traitements vis-à-vis médical, dans le domaine médical. Voilà. Donc, quand on a posé la question un peu aux personnes de savoir un petit peu comment elles s'étaient renseignées sur ces pratiques, on voit quand même qu'on est à 10% se sont informés sur Internet, 10% par leur médecin, 2% seulement par leur pharmacien, peut-être parce qu'ils vendent des médicaments, mais ça c'est une autre question, et 35% en tout cas par des connaissances, des amis, des collègues de travail. Et donc moi, voilà, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ce chiffre par connaissance, parce que quand on sait que ces pratiques ne sont pas encore réglementées, l'ami de l'ami de l'ami qui vous dit que c'est formidable, c'est très bien, mais si vous ne prenez pas quand même des précautions, on risque d'aller sur des situations compliquées. Voilà. Quand on regarde un petit peu aussi donc, le budget de ces patients, ce qu'ils consacrent un petit peu à ces médecines non conventionnelles, on voit quand même à 35% que les personnes dépensent 50 €, 25% dépensent de 50 à 100 € par mois, et 9% de 100 à 200 €, et on a quand même un petit chiffre, 1,55%, plus de 200 €. Voilà, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Alors il y a une question que je pose aussi, voilà, j'en avais parlé avec le professeur Nino, c'était dans le cadre de la médiation en santé, c'était est-ce que finalement on pouvait considérer que la médiation en santé était une intervention non médicamenteuse utile. Donc si on reprend la définition de Guillaume Hoffnung, qui est une référence dans le domaine de la médiation en général, elle définit la médiation comme un processus de communication éthique qui repose sur la responsabilité et l'autonomie des participants, dans lequel un tiers, impartial, indépendant, neutre, sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels l'établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. Donc dans la médiation, alors là on parle de la médiation, mais c'est la médiation généraliste, on va dire. Dans la médiation en santé, qui est une spécificité, elle intervient généralement pour favoriser ou renouer la communication, la confiance, lorsqu'un incident, et a fortiori un événement grave, ou événement indésirable grave, comme on les appelle dans le milieu de la santé, se produit et affecte finalement la vie ou la qualité de vie d'un malade, d'un aidant ou de toute une famille. Donc quand on parle d'événements graves, ça peut être une erreur de médicament, ça peut être ce qu'on appelle des infections nosocomiales, ces infections que vous attrapez lorsque vous êtes hospitalisé. Ça peut être éventuellement aussi un décès, donc lorsque ça peut être un enfant, ça peut être un père, une mère, voilà. Et donc quand cette situation se produit et qu'elle peut être liée à une erreur médicale, c'est la médiation va pouvoir venir et essayer de jouer son rôle pour établir un petit peu la communication et la confiance qui à un moment donné s'est rompue entre l'usager ou la famille et puis les professionnels de santé ou l'établissement. Voilà.
Donc, intervention non médicamenteuse utile, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle tente d'apporter des réponses aux médiés. Donc, ces médiés, ce sont en fait les parties prenantes qui sont dans la médiation. Elle favorise les échanges entre soignés et soignants dans une situation de crise qui tend à fragiliser la confiance. Elle permet, lors d'un événement indésirable grave, d'aider à la reconstruction d'une personne. Et comme je vous disais, parfois aussi de faire un deuil plus rapidement. Et il est évident que quand on fait un deuil plus rapidement, on est aussi, on arrive à retrouver un petit peu, je dirais le goût de vivre, mais on arrive aussi à reprendre forcément son activité professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on n'a pas réussi à faire son deuil, ce qui là aussi implique un certain nombre de problématiques derrière, en termes d'arrêt de travail, en termes de dépression ou autre, voilà. Et elle peut aussi préventivement éviter un conflit qui affecterait à la fois un malade ou un soignant, voire, je dis, un salarié malade aussi en entreprise face à son employeur. Et c'est vrai que la médiation, elle a quand même un rôle qui est important pour l'usager. D'abord, c'est au travers de tout cela, c'est d'avoir des réponses à une prise en charge qui a pu dysfonctionner, mais c'est aussi important pour le professionnel de santé qui a bien souvent besoin aussi d'expliquer ce qui s'est passé, pour lui-même accepter aussi l'erreur, parce que c'est pas forcément évident lorsqu'un décès d'enfant intervient, pour X raisons, mais en tout cas quand le décès survient, c'est pas évident non plus pour le professionnel de santé, pour l'équipe d'y faire face. Psychologiquement, c'est aussi très difficile à vivre, et que si les parents ou la famille ont besoin d'explications, que le professionnel de santé soit là et puisse intervenir, c'est quand même très positif pour les deux. C'est pour ça que je dis toujours, moi, dans mes interventions, que quand on parle du prendre soin, le prendre soin, c'est vrai pour les patients, c'est vrai pour la famille, mais c'est vrai aussi pour les professionnels de santé. Merci.